ont accepté d'intervenir. Quelques éléments sur la façon dont ça se passe. Euh, les webinaires sont enregistrés de façon à ce qu'ils puissent être écoutés en différé. Si vous ne connaissez pas l'application, quelques indications. L'icône qui est en haut à gauche de l'écran, le petit bonhomme avec une flèche, en fait, vous donne accès à la liste des participants. Et dans la liste des participants, il y a en haut les messages. C'est vraiment très important parce que, par principe, on n'ouvre pas les micros. On vous demande, si vous avez des questions, de les déposer dans cet espace, et donc on les prendra en compte, on y répondra ensuite. On va avoir deux présentations de 20 minutes. Éventuellement, on aura une respiration entre les deux présentations, peut-être pour prendre quelques questions qui sont des questions de clarification, mais l'idée, c'est d'avoir plutôt une discussion d'ensemble à la fin des deux interventions, parce que, comme vous le verrez, les deux interventions sont tout à fait complémentaires. Voilà, ceux qui sont sur des téléphones portables, il semble que si vous avez une interruption, quand vous vous reconnectez, il faut penser à remettre le son, parce que, en fait, sinon vous n'aurez pas de son, donc ne soyez pas surpris, et ça peut prendre un peu de temps. Désolé, voilà, c'est les caractéristiques de cette application. Bien, je vais reprendre, en fait, pour ceux qui étaient là la semaine dernière, ça va être un peu une redite, mais je pense que c'est important de resituer Corae, et resituer le rôle des webinaires dans le cadre de Corae. Il faut que j'arrive, voilà, à passer les diapos moi-même. Voilà, ça marche, oui. Ces webinaires sont réalisés dans le cadre de Corae, la consultation sur la recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. C'est une consultation, c'est un pilote expérimental. C'est la première fois que ça existe, c'est vraiment inédit, et donc il vise à mettre en débat la façon dont la recherche, la formation, le développement et l'innovation peuvent contribuer à répondre plus efficacement aux défis de l'agriculture, de l'alimentation et de l'environnement dans les territoires occitans. On va voir que ces défis sont assez massifs, hein. On le voit aujourd'hui dans l'actualité immédiate, avec les mouvements des agriculteurs qui sont très importants dans notre région. Et quand on se projette dans l'avenir, on voit que les défis à venir sont également extrêmement important, préoccupant. Donc il y a une exigence de mobilisation des capacités de la recherche et de l'innovation pour répondre à ces défis. Cette initiative est portée conjointement par INRAE et par la Chambre régionale d'agriculture d'Occitanie, mais avec la mobilisation d'un ensemble d'acteurs, donc le parrainage de l'État via la Direction régionale de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt, de la région Occitanie, des agences de l'eau Grand Sud-Ouest et Rhône-Méditerranée-Corse, mais également avec la participation des instituts techniques agricoles, de la COPé agricole, de l'enseignement agricole. Et cette opération concerne tous les acteurs de l'agriculture, de l'alimentation et de l'environnement. C'est une opération qui est portée par nos deux organisations, mais qui concerne l'ensemble des acteurs impliqués. La très grande originalité, c'est que, en fait, on ouvre la délibération sur ces questions à des panels, sur un mode de conférence de citoyens ou de convention citoyenne. Donc 3 panels agriculture, un panel agriculture, un panel de chercheurs INRAE, et un panel d'habitants et habitantes qui ne sont pas dans les 2 catégories précédentes. Mais on associe à cela
une délibération publique en collège, donc en famille d'acteurs qui sont concernés par l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, donc avec 6 collèges qui vont contribuer à ces réflexions. Évidemment, cela s'appuie sur toute l'expertise nécessaire et nous avons également via le dispositif de région citoyenne, une interaction avec des publics plus larges. Les objectifs de Corae, c'est tout d'abord de partager les visions sur les enjeux, les contraintes locales des systèmes alimentaires en Occitanie et donc sur les défis pour la recherche, le développement et l'innovation. C'est d'établir collectivement des priorités. Donc collectivement, c'est pour l'ensemble des acteurs du système de recherche, développement et innovation, mais également de la formation, parce qu'il y a des questions évidemment de compétences. C'est d'aider à formuler de nouvelles directions de recherche et d'innovation pour répondre aux défis. Et c'est une consultation qui est tournée vers l'impact. Donc il y a un engagement de l'ensemble des acteurs impliqués, notamment INRAE, qui s'engage à prendre en compte ce qui va sortir de cette consultation pour l'articulation entre la stratégie nationale INRAE 2030, qui est vraiment notre stratégie nationale, et les activités en territoire occitan, mais également c'est une consultation qui va nourrir la feuille de route innovation, recherche, développement partenaire qui est établie par la Chambre régionale d'agriculture. Les webinaires donc, sont conçus pour amener des éléments de contexte aux participants des panels et aux participants également dans les collèges et ouvrir un temps d'échange avec des experts. Donc c'est vraiment un socle de connaissances communes qu'on souhaite vraiment partager en amont de la délibération dans les panels et dans les collèges. Donc ces webinaires sont conçus d'abord pour les participants au panel et les participants au collège, mais nous avons voulu qu'ils soient très ouverts, donc participe à ces webinaires un ensemble de personnes qui sont intéressées par cette opération sans y participer directement. Donc c'est le second webinaire. Donc la semaine dernière, on avait un webinaire sur l'économie de la sociologie de l'agriculture en Occitanie. La semaine prochaine, ce sera sur l'évolution du cycle de l'eau et les implications pour les systèmes agricoles. Et je ne dis pas les titres des autres webinaires. Juste, avant de donner la parole, donc c'est Philippe qui sera le premier intervenant. Avant de lui donner la parole, juste une précision. La semaine dernière, certains d'entre vous s'étonnaient de ne pas avoir eu de réponse des personnes qui avaient candidaté pour les panels, s'étonnaient de ne pas avoir eu de réponse. Les réponses, je pense, elles ont été données, envoyées par Guillaume Huby aujourd'hui, donc vous devez avoir les réponses. Donc on est en train de finir effectivement la constitution des panels et des collèges, sachant que les premières réunions en physique, en présentiel, sont prévues pour les 13 et 14 février. Voilà, j'en ai fini. Donc sans transition, comme on dit, je passe la parole à Philippe, et encore merci à tous les deux. Et Philippe, je me permettrai de 5 minutes avant les 20 minutes de t'envoyer un petit signal. Voilà, merci. Ok, alors c'est au début. Voilà, bonjour à tous. L'agriculture et le changement climatique, ça s'aborde souvent comme la contribution de l'agriculture au réchauffement climatique. Et pour ce faire, penser que l'agriculture doit mettre en œuvre des solutions pour atténuer les émissions de gaz à effet de serre et stocker du carbone. Mais aussi, l'agriculture est fortement impactée par le changement climatique et elle donc doit s'adapter à ce changement climatique. Et c'est sur ce propos que nous allons insister ce soir, avec un focus tout particulier donc sur la région Occitanie.
Dans cette présentation, donc, je rappellerai rapidement l'évolution du climat tel que Météo France nous l'a décrit. On aura un petit focus sur les méthodes d'étude des impacts et on verra un petit peu comment ces impacts s'expriment sur les cultures, ce qu'on a pu observer, ce qu'on peut projeter dans l'avenir. On parlera également des leviers d'adaptation disponibles pour la grande culture et on dressera quelques pistes pour la recherche avec un focus plus spécifique sur l'agriculture en ce qui me concerne. Alors que nous dit Météo France sur le climat en Occitanie et son évolution, sans surprise, hein, des températures et des évaporations en hausse et des vagues de chaleur et des canicules plus fréquentes et intenses, je pense que nous l'avons tous vécu. Plus 1,5 degré depuis 1960 en température, plus 25% d'évapotranspiration depuis les années 70 et des vagues de chaleur multipliées par 4. Donc une réalité très, très marquée par cette évolution thermique. Sur le plan hydrique, les choses sont plus contrastées avec des variations selon la zone océanique ou la zone méditerranéenne, plutôt stables sur des postes comme Auch par exemple, et puis des baisses déjà plus effectives sur la zone méditerranéenne. Ce qui est important à considérer, c'est surtout l'augmentation des pluies extrêmes, beaucoup plus fréquentes, chiffrées à plus 10% là, sur le poste de Montpellier. En termes de sécheresse, Météo France indique des sols plus secs et des sécheresses plus fréquentes en Occitanie. Les événements de sécheresse auraient été multipliés par 3 depuis les années 60, avec la possibilité d'avoir des assèchements du sol en toute saison et des durées beaucoup plus longues de sol sec qui ont augmenté de plus de 15 jours. Donc, alors ces évolutions passées, déjà sensibles du climat, elles vont se poursuivre et s'intensifier dans les prochaines décennies. Alors pour simplifier un petit peu cette projection, on peut voir que l'année 2022, que l'on a connue, une année très sèche, très chaude, elle va correspondre finalement à une année ordinaire du milieu du siècle, que des étés comme celui de 2023, qui était le troisième été le plus chaud, correspondrait finalement à un été relativement frais au milieu du siècle. Et en termes de cumul de précipitations, la probabilité d'une année aussi sèche que 2022, qui était aujourd'hui d'une année sur 20, pourra être multipliée par 4 en fin de siècle, passée à une année sur 5. Donc on voit effectivement cette évolution très marquée du climat. Alors pour résumer un petit peu ce fait climatique, cette évolution, on a l'habitude de présenter ces 3 caractéristiques du changement climatique qui vont impacter fortement l'activité agricole. Il y a les changements bien sûr tendanciels, l'augmentation régulière de la température et de la concentration en gaz carbonique, qui est un fait constant, assez prévisible, mais variable bien sûr selon les scénarios d'émissions de gaz à effet de serre. Associés à cela, des événements climatiques extrêmes plus difficiles à prévoir, hein, mais des pluies intenses, des inondations, les épisodes de gel tardif qu'on a connus, sécheresse, canicule, etc. Et puis, de manière plus générale, l'agriculture était toujours confrontée à une variabilité interannuelle et saisonnière, mais elle est beaucoup plus forte et avec beaucoup plus imprévisible et avec donc effectivement, ça pose pas mal de questions pour les stratégies d'adaptation des conduits de culture pour l'agriculteur. Alors, comment on va étudier les impacts du changement climatique en agriculture? On a un peu 3 méthodes en fait. L'observation des séries historiques, que ce soit l'évolution de rendement, des pratiques des agriculteurs, des relevés météo, bien sûr, qu'on va traduire en indicateurs agroclimatiques. Tout ceci se double également d'observations dans des réseaux, en particulier des observatoires sur la phénologie, sur donc les dates d'apparition de la floraison, des récoltes, etc., mais aussi des expérimentations en conditions contrôlées qui permettent de manipuler différents facteurs responsables de ce changement climatique, l'évolution de CO2, température, eau, et de simuler, d'étudier des combinaisons assez complexes. Et enfin, et surtout, peut-être de la modélisation qui nous permet, à l'aide des données de climat futur, de se projeter sur des situations qui n'ont pas été expérimentées et de couvrir un plus grand nombre de situations et de territoires en particulier. Alors, si on reprend un peu cette présentation, on voit effectivement que toute une chaîne de modélisation doit se mettre en place pour passer des scénarios
du GIEC. Ici, ce sont des scénarios un petit peu anciens, mais la méthode est toujours un petit peu la même, que l'on va traduire en fait en modèle climatique, que les météorologues vont traduire en modèle climatique à l'échelle globale, au niveau mondial. Et il faudra donc des approches, des modèles de régionalisation, de correction de biais pour aboutir à des prévisions régionalisées, locales, etc., qui permettent effectivement de se traduire par des séries climatiques journalières qui vont être l'entrée pour des modèles de prévision, par exemple, des impacts. Alors, si on regarde un petit peu quels sont ces impacts sur la production végétale, on peut le faire assez simplement avec cette présentation. L'augmentation de la concentration en gaz carbonique de l'atmosphère est plutôt favorable à l'augmentation d'un potentiel photosynthétique, en particulier chez certaines espèces comme le blé ou les cultures qu'on dit en C3. Hein, c'est moins évident sur le maïs. Mais l'augmentation, par contre, de la température va avoir un effet immédiat sur la réduction de la durée du cycle, donc réduit le potentiel de production. Les températures élevées vont être néfastes, vont créer des stress thermiques pour les espèces, en particulier à des stades importants comme la floraison ou le remplissage du grain. Si l'on conjugue l'augmentation des températures, de l'évapotranspiration et la baisse de précipitations dans certaines situations, on va réduire le confort hydrique des cultures, donc augmenter le stress hydrique, et mécaniquement aussi, pour les cultures qui le permettent, augmenter les besoins en irrigation. Où on est beaucoup moins, on a beaucoup plus de difficultés à prévoir les conséquences, les impacts, c'est en ce qui concerne les interactions biotiques, c'est-à-dire quelle évolution sur les adventices, les insectes, les maladies et encore plus sur le microbiote du sol. C'est largement des objets de recherche aujourd'hui dans ce domaine. Et voilà. Et il y a une grosse variabilité des effets, avec des effets très contrastés dans ce domaine. Alors, il y a, au-delà de ces effets sur la production, on peut s'attendre à aussi des effets négatifs sur la qualité des productions. En particulier, des chercheurs ont montré qu'il y avait des risques d'augmentation de certaines mycotoxines, hein, les aflatoxines en particulier en Europe du Sud ou en Europe centrale, en particulier sur le maïs, donc pénalisant effectivement la qualité des aliments produits. Et il en est de même aussi pour les risques de baisse des concentrations en protéines et en micronutriments des grains récoltés, en particulier sous l'effet de l'augmentation du CO2 de l'atmosphère. Alors, si on regarde un petit peu les évolutions des chroniques des rendements de blé tendre ici en Occitanie, là, depuis 1989, on le voit, et c'est ce que l'on voit aussi un peu partout en France, mais peut-être de manière peut-être pas aussi prononcée, une stagnation en tout cas du rendement à partir du milieu des années 90, malgré une augmentation du progrès, malgré un progrès génétique qui reste constant. Donc, c'est dire effectivement que l'augmentation des sécheresses printanières et des hautes températures, en particulier dans les périodes de remplissage du grain, vers le mois de juin par exemple, sont très défavorables et bien sûr au rendement des céréales. Il y a bien aussi d'autres causes qu'il faudrait ajouter pour comprendre cette évolution, mais le climat est souvent le principal responsable de cette évolution négative des rendements et de cette forte fluctuation interannuelle des rendements. Grâce à la modélisation, donc, il est possible d'explorer à des horizons beaucoup plus lointains et dans des territoires beaucoup plus vastes ces évolutions de rendement. Et je vous donne ici quelques exemples qui montrent en particulier à l'échelle de l'Europe les baisses de production du maïs qui vont être d'ailleurs bien sûr plus importante avec des scénarios climatiques plus défavorables, hein, si on augmente en particulier l'émission de gaz à effet de serre, avec des effets variables selon la prise en compte ou pas du CO2. C'est un point qui est souvent discuté, en particulier s'il faut le prendre en compte ou pas et quel sera son effet réel en fonction des stress subis par les plantes. On voit que l'effet est plus fort sur le maïs que sur le blé, hein, maïs culture d'été, plus sujette à ces stress. On voit aussi sur les graphiques que le maïs, en particulier s'il n'est pas irrigué, on va subir des pertes de rendement beaucoup plus importantes, en particulier dans les zones sud. Vous voyez ce qui est surtout en brun là sur ces cartes.
Alors tous ces modèles, bien sûr, il faut prendre en compte un certain nombre d'incertitudes pour expliquer les effets assez contrastés des projections de rendement sur le rendement des cultures. Les chercheurs s'accordent en général sur des baisses, mais elles peuvent être très variables en fonction des scénarios de forçage climatique qui sont retenus, des modèles climatiques régionaux ou globaux, des modèles de prévision des impacts. Les modèles de culture qu'on utilise ont certaines erreurs, bien sûr, et cela va dépendre de l'horizon temporel, des zones géographiques, du fait qu'on ne prend pas en compte aussi dans ces prévisions les risques liés aux bioagresseurs émergents, comme je le disais, difficiles à prévoir, et que parfois, dans ces prévisions, on intègre de manière plus ou moins implicite des adaptations que l'agriculteur pourrait réaliser de manière relativement autonome. Alors, si on en vient justement à ces adaptations, les pratiques agricoles observées témoignent déjà d'une certaine adaptation spontanée au changement climatique, une sorte de forme d'auto-assurance, si je puis dire. On voit en particulier que la hausse des températures a permis une avancée des dates de semis de maïs, ici en Aquitaine, au cours du temps. On peut voir aussi que les assolements ont changé d'une certaine manière. On constate une plus grande diversification des systèmes de culture, avec en particulier l'accroissement des oléagineux et des légumineuses, hein, qui représentent aujourd'hui 10% de la surface en Occitanie. L'introduction d'espèces plus tolérantes, alors peut-être que les résultats sont encore pas très marqués sur le sorgho, mais l'augmentation est légère. On voit aussi pardon, que le maïs grain irrigué, les surfaces ont été diminuées, en particulier liées aux restrictions d'eau, et ça se fait aussi au profit de maïs non irrigué, car certaines variétés plus précoces permettent aussi d'envisager ce type de culture aujourd'hui dans certains milieux. Alors, pour illustrer un petit peu l'ensemble de ces leviers disponibles pour adapter la production végétale, j'ai pris l'exemple du soja, donc culture sur laquelle j'ai beaucoup travaillé ces dernières années, qui montre un petit peu l'ensemble des leviers disponibles. Alors, bien sûr, on pense tout de suite à de l'irrigation, mais effectivement, avec les ressources en eau qui vont être limitées, il faudra travailler sur des scénarios beaucoup plus restrictifs d'irrigation. Il y a tout le progrès génétique, que ce soit les cycles culturaux, les groupes de maturité, mais aussi la tolérance au stress, ou trouver des variétés avec des systèmes racinaires plus performants. Il y a tout un ensemble de cibles pour la sélection qui sont en marche autour de cette culture. Il y a aussi la possibilité d'esquiver les stress en changeant le positionnement des cycles. L'augmentation des températures permet d'envisager aujourd'hui des semis beaucoup plus précoces pour le soja, qui permettent d'esquiver d'une certaine manière les stress. Enfin, les cultures peuvent aussi s'étendre vers le nord, c'est le cas du soja, hein, qui va pouvoir conquérir de nouvelles zones de production. Et on peut envisager aussi le phénomène des doubles cultures, c'est-à-dire là où l'eau est disponible, de pouvoir envisager la culture de soja, après en particulier une culture de céréales comme de l'orge. Donc il y a des opportunités aussi permises par cette augmentation des températures. Pour illustrer ça, Il reste 5 minutes. Hein. oui, très bien, c'est très bien. Super. Donc pour illustrer cela, voici des travaux que l'on a pu mener aussi dans l'équipe, hein, avec des collègues européens, qui ont permis de se projeter à une échelle européenne en termes de rendement et en termes de paysage variétal possible dans des années futures. On voit sur ces graphiques que bon, la couleur jaune monte un peu vers le nord, donc ce sont les variétés qui sont un peu plus tardives que celles que l'on peut réaliser aujourd'hui, donc un petit peu plus productives. On voit, mais on ne voit pas très bien effectivement, que sur le sud-ouest, d'une certaine manière, on va pouvoir être en retrait aussi peut-être sur certains groupes de maturité, du fait de la nécessité d'esquiver le stress. Voilà donc une illustration de ce que peuvent faire des modèles de culture à partir des scénarios climatiques. Et puis un deuxième exemple montre la progression possible des doubles cultures, donc d'un soja semé après une orge, par exemple, donc 2 cultures dans l'année. On voit que la zone verte ici s'étend avec le changement climatique, donc la possibilité de cultiver un soja en double culture dans le sud-ouest va être beaucoup plus évidente dans le futur, bien sûr à condition qu'on ait de l'eau disponible pour cette culture.
Et j'en arrive donc à un petit peu en termes j'ai encore une, pardon. Rapidement, dire aussi qu'il faudra travailler sur l'accroissement et l'économie de la ressource en eau. Et pour cela, on peut s'appuyer effectivement sur ce qu'on appelle l'agriculture de conservation des sols, hein, qui est basée sur le non-travail du sol, la couverture permanente des sols et puis une diversification très prononcée de la rotation. Et des travaux menés aussi par des collègues dans le bassin d'Our-Garonne ont montré que ça permettait d'augmenter une certaine pourcentage les capacités de rétention d'eau du sol, entre 5 et 19%. Donc, ce n'est pas la panacée, mais c'est comme tous les leviers qui pourront être accédés, une possibilité en situation non irriguée d'augmenter la ressource en eau. Et donc, j'en arrive un peu en termes de conclusion à quelques pistes de recherche qu'on pourrait proposer en grande culture. Bien sûr, des travaux pour mieux explorer les conséquences des conditions climatiques extrêmes et des stress multiples, inédits souvent. Mettre au point des variétés, mais aussi des mélanges de variétés ou des associations d'espèces qui pourraient permettre une plus grande tolérance, une plus grande résilience face à ces conditions extrêmes. Concevoir donc des systèmes plus robustes face à cette évolution du climat et basés bien souvent sur la diversification en termes d'auto-assurance des systèmes. Améliorer la précision des méthodes d'étude et de projection, tous les modèles dont j'ai parlé, les indicateurs, etc. Il y a encore beaucoup de travail pour les rendre plus précis. Explorer de nouvelles opportunités permises par des doubles cultures, l'extension territoriale ou de nouvelles espèces qui seraient mieux adaptées. Enfin, anticiper également l'émergence des biograisseurs dans la mesure du possible et essayer de s'y adapter. Et puis enfin, essayer de trouver des compromis entre tous les enjeux de l'agriculture et en particulier à la fois de l'adaptation, de l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi dans un contexte aussi de développement de systèmes agroécologiques qui a des contraintes très importantes autour en particulier de la réduction de l'utilisation des pesticides. Voilà, je vous remercie de votre attention et j'espère que je n'ai pas été trop long. Non, merci beaucoup Philippe, c'était juste parfait à la fois sur le timing et puis sur le contenu. Donc je vais donner la parole à Marine le temps qu'elle charge alors elle va partager l'écran, je pense. Donc on voit en fait il y a pas que des mauvaises nouvelles en fait. Il y a vraiment des changements, des transformations avec l'augmentation de la photosynthèse, les possibilités avec effectivement l'augmentation des sommets de température, de faire des doubles cultures dans certains cas. Et donc toute la question du changement des pratiques, mais également toutes les questions des leviers effectivement d'adaptation. Et donc je trouve que c'est super important que tu aies pu finir sur toutes les questions effectivement de pistes de recherche. Et évidemment, c'est extrêmement important pour Corée. Donc je pense qu'on y reviendra. N'hésitez pas à déposer des questions, des remarques dans le chat, hein, puisque on est là vraiment, enfin Philippe et Marine sont là pour aussi répondre à vos interrogations. Donc Marine, c'est à vous. Merci. Bonjour à tous. Donc, comme vous avez vu, en fait, dans le premier webinaire, l'agriculture en Occitanie est très diverse. Et du coup, dans cette présentation, je vais plutôt m'attarder sur deux filières. Donc, la filière principalement en viticulture et dans une moindre mesure en élevage, puisque vous avez eu un aperçu avec Philippe au niveau des grandes cultures. Donc, juste pour information, excusez-moi, avant de continuer, un certain nombre de données, en fait, sont issues de notre observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique qui s'appelle Oracle. Et vous avez le QR code qui est ici disponible. Donc, je vous invite à la suite de la présentation de vous y connecter pour retrouver un certain nombre d'informations. Donc, pour commencer, comme vous pouvez le voir d'ici, depuis quelques années, l'Occitanie est impactée par de nombreux aléas climatiques. Donc, on peut se remémorer, par exemple, le gel de 2021 qui a endommagé jusqu'à 80% de pertes dans certains vignobles. La sécheresse dont Philippe vous a parlé en 2022 qui a impacté jusqu'à 30% la production de fourrage. Et cette année, on a vécu encore deux phases de canicule importantes qui ont conduit du coup dans les Corbières à un méga feu avec jusqu'à 20% de la surface du vignoble qui a été impactée.
Donc, tous ces aléas climatiques, en fait, transforment déjà nos systèmes agricoles en Occitanie. Et suite au déplacement d'Emmanuel Macron, du coup, le 12 novembre en Occitanie, il a donné son accord pour que l'Occitanie devienne territoire d'exception face au changement climatique. Et donc, des négociations vont avoir lieu avec le préfet de région d'ici cet été pour déboucher, on espère, à un allègement notamment de normes administratives, mais également pour travailler sur certaines mesures en Occitanie. Donc, au niveau du plan de la présentation, on commencera par exposer du coup le contexte et les impacts en viticulture avec les principales pistes de recherche potentielles sur cette filière. Nous ferons de même du coup pour la filière élevage, mais de manière plus rapide avant de conclure. Donc, tout d'abord, on va commencer du coup par la filière viticole. Donc, il faut savoir que la filière viticulture est le premier vignoble national. On a 2 zones de production avec des aléas climatiques différents. Donc, la première zone de production qui est dans le sud-ouest, qui est la plus petite zone, avec 37 000 hectares, avec notamment les vignobles qu'on connaît de Cahors, Gaillac, Fronton, Gascogne, Madiran, etc., qui subissent des aléas vraiment très divers comme le gel, les maladies, mais aussi la grêle, le stress hydrique et le stress thermique. Et ensuite, un deuxième bassin beaucoup plus grand, donc au niveau du Languedoc-Roussillon, qui comporte 227 000 hectares, où les 2 principaux aléas sont la sécheresse et le stress thermique. Donc, quels sont les principaux départements qui produisent le vin en Occitanie? Donc, tout d'abord, les départements de l'Hérault, du Gard, de l'Aude produisent principalement des vins sous IGP. Donc, il faut savoir que cette segmentation de vins sous IGP occupe une place majeure en Occitanie, puisqu'on produit 70% de la production française. Ensuite, le Gers produit également des vins sous IGP, mais dans une moindre proportion. Et ensuite, les départements restants, donc Pyrénées-Orientales, le Tarn, le Lot, le Tarn-et-Garonne, produisent plutôt des vins sous appellation AOP. Donc, il faut savoir que depuis quelques années, cette filière est en pleine crise. Crise à la fois due, qui a commencé notamment avec le Covid, mais aussi liée aux taxes de Trump, au conflit en Ukraine, mais aussi à la succession des aléas climatiques qui n'arrêtent pas depuis les années 2020. Et en parallèle, une baisse de consommation, notamment pour les vins rouges. Donc, si on revient maintenant aux différents aléas climatiques, donc il faut bien être conscient que la viticulture en Occitanie les subit chaque année. Et il n'y a pas d'année de pause ces dernières années et ils sont multiples et variables. Donc, par exemple, il y a le gel de fin d'hiver. Donc, il faut savoir qu'à Cahors, sur les 10 dernières années, il y a eu 6 années où il y a eu des importantes périodes de gel qui ont impacté de manière significative le rendement. Également, les vagues de chaleur et de sécheresse qui impactent significativement le rendement. Donc, vous avez ici l'impact direct de la sécheresse en 2024 sur les principaux départements producteurs. Et puis également la canicule de cet été qui a impacté également le rendement puisque les baies flétrissaient sur place. Mais aussi, on a des phénomènes de grêle qui peuvent survenir à tout moment. Et également, on a depuis ces dernières années, notamment dans le sud-ouest, on assiste à une pluviométrie excessive pendant le printemps, ce qui conduit au développement de maladies de type mildiou, qui impactent également le rendement. Donc, ces aléas climatiques, ensuite, vont avoir des impacts significatifs aussi sur la qualité du vin, puisqu'on assiste à une augmentation, en fait, de la teneur en alcool des vins, une baisse de l'acidité qui est néfaste pour la conservation des vins, un profil aromatique qui change et qui va donc influencer l'identité du vin. Ce qui va avoir également un impact sur l'organisation du travail, puisque avec des vendanges de plus en plus précoces, eh bien, l'organisation du travail change. Pendant les périodes des canicules, les ouvriers ne peuvent pas travailler également l'après-midi, ce qui implique des changements de méthode de travail, dans un contexte où la main-d'œuvre est très difficile à recruter. Pour faire face du coup également à ces aléas climatiques, les agriculteurs vont devoir investir notamment dans du matériel d'irrigation par exemple, qui ont des coûts. Donc leurs charges vont augmenter et en parallèle, leur production de vin
n'augmente pas, a plutôt tendance à diminuer, donc moins de rentrée d'argent, dans un contexte en plus où ils ont de plus en plus de mal à vendre leur vin. Du coup, on assiste depuis ces dernières années à un certain nombre de friches agricoles où les vignes sont abandonnées, avec également une emprise sur le foncier, notamment liée au potentiel d'irrigation des différentes parcelles. Ce qui a un impact aussi au niveau social et psychologique, puisqu'on assiste à une fatigue morale des viticulteurs suite à ces pertes répétées et à certaines tensions dans des caves coopératives. Et pour terminer, un impact au niveau des réglementaires et collectifs, puisque à cause de ces aléas climatiques, les cahiers des charges du coup des AOP et des IGP vont devoir évoluer pour faire face et s'adapter, et ce qui conduit à pas mal de débats de manière collective. Donc ici, je vous ai représenté en fait un indicateur qui est marqueur du stress thermique, donc qui représente la somme thermique pendant la saison viticole, donc du 1er avril au 30 septembre. Et donc on va cumuler en fait les températures qui sont supérieures à 10 degrés. Un chercheur dans les années 2000 a classifié en fait les différents types de climats en fonction de ce cumul. Donc, par exemple, entre 1100 et 1200, on arrive à un climat frais. Jusqu'à 1400, on est à peu près à un climat tempéré type Bordeaux dans les années 2000. Jusqu'à 1700, on est dans un climat tempéré chaud type Nîmes des années 2000. Jusqu'à 2200, on est dans un climat chaud type Malaga. Et au-dessus, un climat type Argentine. Donc pour les bassins, pour les vignobles plutôt du sud-ouest, on assiste à une augmentation à peu près de 92 degrés jour tous les 10 ans. Et actuellement, on se situe dans un climat type chaud Malaga. Pour Montpellier et Narbonne, on est un peu dans la même gamme d'augmentation et on se situe plutôt dans la fourchette haute du climat chaud. Et pour Nîmes et Perpignan, actuellement, on vient de basculer ces 2 dernières années dans un climat type Argentine des années 2000. Donc juste pour vous donner un peu une indication, ces augmentations du coup de somme thermique tous les 10 ans, ça équivaut de passer de 10 jours à 25 degrés à 10 jours à 35 degrés, pour vous donner un petit peu, savoir ce que ça donne. Ensuite, ce même indicateur a été cartographié avec un modèle du GIEC, avec un scénario 8.5, dans un futur proche en 2035. Donc, on voit bien que sur tout l'arc méditerranéen, on retrouve bien un climat très chaud, de type Argentine, sachant qu'actuellement, il y a à peu près 20% des vignes qui sont irriguées, alors qu'en Argentine, on frôle, je pense, les 100%. Et dans le bassin du sud-ouest, on voit une zone dans la plaine de Gaillac, au niveau de Fronton, plutôt un climat type Malaga, et dans le reste, plutôt du sud-ouest, un climat type Nîmes des années 2000. Dans une autre étude, au niveau des vignobles du sud-ouest, on a travaillé du coup sur la vulnérabilité du vignoble en partenariat avec les vignobles du sud-ouest et l'IFV, où on a défini la vulnérabilité comme le croisement entre l'exposition aux aléas climatiques et la sensibilité. Donc, pour travailler sur l'exposition, on est venu travailler sur les 2 aléas majeurs, donc le stress hydrique et le stress thermique, et on est venu quantifier en fait les écarts entre le futur et le passé pour voir quelles zones vignoble par vignoble allaient être plus exposées sur les différents indicateurs sur lesquels on a pu travailler. Ensuite, on a caractérisé du coup la sensibilité du territoire. Donc, c'est les conditions qui permettent aux vignobles d'être sensibles. Donc, on a travaillé sur la réserve utile des sols, donc la quantité d'eau disponible dans le sol, et à l'accès potentiel à l'eau des différents vignobles.
Et en croisant les deux informations, ça nous a donné des informations globales sur la sensibilité, tout en prenant en compte de manière qualitative le matériel végétal, la conduite et les objectifs de production qui sont très importants à prendre en compte. Et le fait de croiser l'exposition et la sensibilité, ça nous a donné un indicateur de vulnérabilité pour le bassin du Sud-Ouest. Donc là, je vous illustre juste une carte bilan dans un futur proche, donc 2035, où on a cumulé en fait à la fois le stress hydrique et le stress thermique, tout en intégrant la réserve utile des sols. Donc globalement, plus vous êtes dans une couleur proche de orange-rouge, plus la sévérité va être notamment très importante en 2035, sachant qu'on a, comme Philippe nous l'a bien dit, des phénomènes interannuels qui seront très marqués. Donc on pourra avoir une année très sèche et inversement une année plus humide ensuite. Donc ce qui ressort, c'est que les vignobles qui seront le plus impactés par le stress hydrique et le stress thermique de manière générale, ce sera la plaine de Gaillac, Fronton, Saint-Cerdos et également la partie ouest du vignoble de Cahors. Et les vignobles les moins impactés, du coup, on aura Marcillac, Madiran et Saint-Mond et Tursan. Donc à partir de cet ensemble de cartographies que nous avons pu produire, ensuite des adaptations ont été proposées aux différents ODG en fonction des caractéristiques intrinsèques des vignobles. Donc là, par exemple, pour le vignoble de Gaillac, vous avez un certain nombre de mesures qui ont été prescrites. Je ne vais pas vous faire le détail, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fonction de chaque vignoble, en fait, il n'y a pas une recette toute faite. Il faut vraiment s'adapter au cas par cas et prendre en compte toutes les caractéristiques. Pour conclure, au niveau des questions potentielles de recherche, il faut savoir que dans la filière viticole, il y a eu de nombreux projets de recherche menés déjà par l'INRAE et ses partenaires, notamment le projet La Cave qui, si vous ne connaissez pas les livrables, je vous invite fortement à les consulter, qui était un projet de recherche qui visait à accompagner l'adaptation de la viticulture française au changement climatique avec une approche nationale et macro au niveau de certaines régions. Et là, dans le cadre peut-être de Corée, ce qui pourrait être intéressant, c'est vraiment de creuser à l'échelle de chaque vignoble pour essayer de voir quelles peuvent être les solutions à apporter au cas par cas au niveau de chaque vignoble. Donc, en première mesure qui pourrait continuer à être investiguée, ça pourrait être de comment continuer à réduire la vulnérabilité climatique en viticulture avec des adaptations plus à court terme sur les pratiques culturales, comment gérer l'eau et surtout, vu qu'on est 80% du vignoble est actuellement non irrigué, comment essayer de maintenir l'eau dans le sol. Comment sélectionner aussi et valoriser les cépages endémiques les plus résilients et travailler sur les bioagresseurs émergents. Deuxième piste, comme la vigne est une culture pérenne qui s'installe pendant 40 à 50 ans, comment adapter le matériel végétal et les pratiques. Donc, comment sélectionner et diversifier le matériel végétal en ayant peut-être des sites d'expérimentation avec beaucoup de contextes pédoclimatiques différents. Donc, élément qui est en cours, notamment avec le projet Vitiliance. Et comment tester cette fois-ci des stratégies culturelles plus à long terme et voir les impacts techniques, mais aussi à l'échelle économique. Et enfin, un troisième axe, comment accompagner la transformation. Ouais. Comment accompagner la transformation des vignobles qui en plus est en crise. Donc, dans le contexte actuel, on voit que l'optimisation du système ne sera pas suffisant face aux crises. Et donc, l'enjeu est de construire des trajectoires de transition réalistes, adaptées aux spécificités des territoires et compatibles surtout avec les contraintes économiques des exploitations. Et dans ce cadre, la recherche pourrait contribuer autour de 3 priorités, en développant des scénarios territorialisés de transformation pour évaluer les impacts sur les coûts, la qualité des vins et l'organisation du travail. Ensuite, en travaillant sur l'économie de l'adaptation afin de mieux comprendre les coûts et les modèles de financement possibles. Et enfin, en s'intéressant au rôle des citoyens et des collectivités, car ces transformations, en fait, engagent des choix collectifs, des questions d'acceptabilité et souvent des financements supplémentaires.
Donc maintenant, je vais passer très rapidement sur la filière élevage. Donc juste en vous rappelant que c'est une filière majeure du coup en Occitanie, puisqu'elle occupe 57% de la SAU dédiée à l'élevage, avec 41% des exploitations qui ont un atelier d'élevage. Les principaux élevages qui ont une place au niveau national, c'est l'élevage ovin et l'élevage caprin, bien que les effectifs en bovin-viande soient très élevés. Et ici, vous avez une carte des écarts de température entre un futur proche et le passé qui vous montre que les zones de montagne seront d'autant plus impactées et c'est notamment dans ces zones où également il y a beaucoup d'exploitation. Donc, quel impact du changement climatique au niveau de l'élevage? Donc, un effet sur les animaux, puisque avec l'augmentation de la température, on va avoir un stress technique qui va augmenter, qui va changer du coup les comportements et les besoins en eau des troupeaux. Et également, comme l'actualité ces temps-ci, on voit bien que l'arrivée de nombreuses nouvelles maladies avec la DNC, mais auparavant aussi on a la crise, la grippe aviaire, on a eu la FCO, la MHE, etc., qui ont des impacts du coup sur la productivité et la qualité des produits, la reproduction et la santé et le bien-être des animaux. Deuxième impact, c'est sur les ressources alimentaires pour nourrir le troupeau, où on va avoir directement un impact sur les prairies et les cultures en termes de productivité, de qualité, mais aussi de maladies et de ravageurs. Donc, pour conclure sur la filière élevage, on pourrait travailler également selon 3 axes. Donc, comment réduire la vulnérabilité climatique des animaux et améliorer leur bien-être en travaillant sur comment donner accès à une eau de qualité suffisante, comment connaître et caractériser les seuils de tolérance thermique par espèce et par race, parce qu'actuellement, ce n'est pas encore très bien connu, comment adapter les bâtiments et les systèmes d'élevage face aux canicules et continuer à sélectionner et valoriser des animaux plus résilients. Deuxième axe, les systèmes fourragers résilients au changement climatique. Donc, au niveau des prairies, comment travailler sur des mélanges fourragers multi-espèces qui pourraient mieux résister aux différents stress. Comment travailler la période de croissance en fait de l'herbe va être impactée par les aléas climatiques et elle va commencer plus tôt et terminer plus tard. Donc comment l'agriculteur pourrait exploiter ces nouvelles périodes de pâturage, travailler sur le rôle des légumineuses et des espèces pérennes, rechercher également de la résilience par l'utilisation de parcours qui pourrait être une source de diversification d'alimentation pour les troupeaux. Et enfin, comme pour la filière viticole, c'est travailler et accompagner la transformation des systèmes au niveau de la filière avec tous les acteurs en faisant de même, travailler sur des scénarios territorialisés, sur l'économie de l'adaptation et le rôle des citoyens et des collectivités. Dernière diapo pour conclure, qu'on a travaillé du coup avec Philippe. Donc un message essentiel là en fait se dégage. Adapter l'agriculture au changement climatique n'est pas seulement en fait une question technique, mais et encore moins dans un contexte de crise comme on le vit actuellement en Occitanie. Donc certaines solutions techniques actuellement existent. Elles continuent également à progresser, mais en fait, leur efficacité dépend de leur intégration dans des modèles économiques qui peuvent être viables et capables de renforcer la résilience socio-économique des exploitations. Donc, il s'agisse aussi bien des grandes cultures, de la viticulture ou de l'élevage. Et du coup, cela implique de faire évoluer les postures d'accompagnement et de passer d'une logique d'ajustement progressive à une approche plus globale, plus systémique. Ces transformations aussi ne peuvent pas reposer uniquement sur les agriculteurs. Elles posent des questions de gouvernance, de politique publique, de cadre aussi incitatif pour créer aussi un environnement favorable pour mener à bien ces leviers d'adaptation. Et enfin, face à des contextes climatiques de plus en plus variables et incertains, comme vous l'a présenté Philippe, l'enjeu est de co-concevoir des solutions robustes avec les chercheurs, les acteurs de terrain, les citoyens et les territoires et c'est grâce à cette initiative qu'on pourra s'adapter au changement climatique. Merci. Un grand merci Marine, et c'était également parfait sur le contenu et sur la gestion du temps. Donc maintenant, il nous reste une bonne dizaine de minutes pour
échanger. Donc peut-être on peut enlever le partage, je ne sais pas. Donc il y a déjà des questions qui sont dans le chat. Il y en a d'autres qui arrivent juste. Avant de prendre les questions, j'ai une remarque. Philippe, sa première diapo, avait les deux aspects, l'adaptation de l'agriculture au changement climatique, mais également la responsabilité de l'agriculture dans le changement climatique. Donc toute la question de fixation de carbone dans les sols, c'est une réponse, mais également on sait que l'élevage de ruminants est une source effectivement importante de méthane. Et là, il y a aussi des recherches qui sont réalisées, notamment, et là, je me réfère à des recherches qui sont faites à INRAE au centre de Toulouse, hein, sur la façon dont, avec le levier de la génétique ou de l'alimentation, on peut diminuer les émissions. Donc c'est juste un complément et je trouve que vous avez tous les deux insisté sur voilà, des pistes de recherche. Bon, et donc il faudra revenir sur peut-être sur certaines d'entre elles. Je vais prendre les deux premières questions que je vois en fait qui sont sur la première question, c'est quelles filières agricoles d'Occitanie sont aujourd'hui les plus vulnérables au changement climatique? Est-ce qu'on le sait, sachant que, évidemment, vous avez montré que, surtout pour la vigne, en fait, la vulnérabilité, elle peut dépendre des territoires, hein. Donc, du coup, quand on descend en échelle, il peut y avoir une diversité. Mais est-ce qu'on a une réponse à cette question? Et il y a une autre question qui me semble très complémentaire de celle-ci, c'est qu'est-ce qu'on dit de la filière fruits et légumes? Apparemment, dans les réflexions, ça n'a pas été abordé. La personne dit, mais en fait, si on a une approche un peu holistique, et donc vous parliez d'approche systémique à la fin, une approche holistique des relations santé, alimentation, agriculture, ben, en fait, c'est quelque chose qui est assez essentiel de savoir effectivement comment on peut, enfin, quel est le devenir de ces cultures. Voilà, donc ces deux questions, je pense, s'adressent à vous deux. Donc peut-être d'abord Philippe et ensuite Marine. Alors c'est vrai qu'il est peut-être un peu délicat de comparer l'ensemble des filières. Ce qu'on peut dire quand même que une des composantes importantes de la vulnérabilité est de savoir si on a des capacités d'adaptation en fait possibles. On en a listé un certain nombre. On a vu qu'effectivement que pour un certain nombre d'espèces en grande culture en particulier, on avait des possibilités ou pas d'irriguer et ça, ça peut être je dirais, un frein très important à la production de certaines cultures d'été qui sont sensibles au manque d'eau. Euh, euh, Après, je sais pas. Enfin, c'est vrai que je pense que justement, il est évoqué le fait qu'on n'a pas pris en compte ici les plantes pérennes, enfin en particulier les fruitiers, etc. C'est peut-être par manque de temps aussi, bien sûr. C'est pas que ce n'était pas important non plus. Il a fallu faire un choix dans cette présentation. C'est sûr que pour des plantations pérennes, etc., pour lesquelles les possibilités d'adaptation sont certainement plus limitées, sinon dans des plantations futures, etc., bon, on peut imaginer que les impacts pourront être très importants et des capacités d'adaptation peut-être plus réduites, quoi. C'est une hypothèse que je fais par rapport à ce qui peut se passer en grande culture avec plus de flexibilité et de possibilités d'ajustement et de diversification, je dirais, des cultures en particulier, quoi. Bon, c'est un élément de réponse que je pourrais donner, je ne sais pas, enfin, si... Merci. Peut-être Marine, sur ces questions, est-ce que la Chambre régionale a travaillé sur ces questions de façon un peu 360 degrés Non, pas encore. Là, on est en train de réviser le plan régional justement pour le changement climatique. Donc, on va travailler sur ces thématiques-là. Après, actuellement, on sait que la filière viticole est en crise économique, mais aussi la filière grande culture se porte pas non plus très bien. Et la filière élevage, avec le développement de toutes ces nouvelles maladies également, est en difficulté. Donc après, j'ai envie de dire que
peut-être que dans un futur peut-être plus lointain, la filière viticole, vu que on produit du vin et pas pour la souveraineté alimentaire, on peut se poser la question de comment elle va évoluer dans le futur, et notamment par rapport à la gestion en eau. Et par rapport à la filière fruits et légumes, je pense que le point limitant, ça sera la levée de dormance, puisqu'il faut atteindre plus de 600 heures voire plus de froid en fonction des différentes espèces. Et donc progressivement, on voit une remontée en fait de certaines cultures vers le nord, parce qu'il ne va pas faire suffisamment froid pour lever cette dormance. Donc je pense que pour la filière, en tout cas fruits, d'après les chiffres du CERF France de cette année, en tout cas actuellement c'est la filière qui se porte entre guillemets le mieux en Occitanie, mais qui sera, voilà, comme toutes les autres filières, voilà, le point critique, je pense que ça sera notamment cette levée de dormance, et également le développement des ravageurs qui se développent aussi de manière importante et qui impactent du coup le rendement, quoi. C'est compliqué de hiérarchiser les différentes filières. Ouais, merci. Bon, voilà, donc on ouvre là des champs de questions hein, sur lesquels on va travailler dans Corae, évidemment. Hein. Donc, il y a une remarque qui s'inscrit dans le prolongement de ce qui a été dit. Hein, je la lis. Gros enjeux méthodologiques pour une approche systémique collective. Ah zut, ça a bougé. Voilà. On aura sans doute besoin de réinventer nos modalités de débat et de délibération, d'accorder toutes les politiques publiques sur ce type d'approche. Et donc, c'était dans la dernière diapo, hein, je pense que c'est le message commun que vous avez fait passer. Et c'est vraiment un des objectifs centraux de cette opération Corae, que de se donner les moyens de travailler là-dessus. Il y a deux questions sur la façon dont le marché ou les politiques peuvent aider à aller dans le sens d'une adaptation au changement climatique, donc stockage de carbone, vignobles qui servent de pare-feu, donc soit par des politiques publiques, soit une intervenante parle de climascore, donc d'information en fait aux citoyens, une information complémentaire. Donc, est-ce que vous avez, enfin, c'est pas votre champ de compétences direct, mais est-ce que c'est des questions dont vous êtes informé? Vous savez s'il y a des travaux là-dessus? Sur les façons hein, dans les politiques publiques ou bien des incitations par le marché permettraient effectivement de prendre en compte cette contribution donc à des effets du changement climatique, hein, soit par le stockage du carbone, soit par une rémunération pour des cultures qui sont par feu. Enfin voilà, donc Donc au niveau du carbone, en fait, le marché du carbone actuellement, en tout cas, se porte très mal. Les mandataires ont beaucoup de mal en fait à vendre les crédits carbone qui étaient actuellement à 32 € la tonne. Et ils ont fait des appels à projets sur différentes filières. Et là, depuis les appels à projets 2022, ils n'arrivent plus à vendre les crédits. Et donc là, on est un peu dans une situation où le crédit carbone, voilà, on voit un peu les limites. Donc, à voir ensuite peut-être comment il va être plutôt repris à l'échelle des filières, puisqu'il y a des coopératives voilà, qui maintenant rémunèrent les pratiques vertueuses au niveau du stockage du carbone, et avec des leviers du coup pour atténuer les émissions de gaz à effet de serre, par exemple en augmentant, en ayant un prix du lait plus significatif. Donc, on se dirige plutôt vers, je pense, des primes filières, donc avec les coopératives tirées dans ce sens. Et dans le cadre juste de la nouvelle SNBC, donc Stratégie nationale bas carbone 3, il faut savoir que grâce à l'Occitanie, on atteint 50% du stockage en carbone grâce notamment à nos forêts, à nos prairies en Occitanie qui stockent beaucoup de carbone. Et on atteint grâce à l'Occitanie 50% des objectifs de 2050.
Donc à voir après Merci. comment ça évolue, mais voilà. Il y a une question qui se situe dans le prolongement, hein, de ces remarques. C'est la question qui rebondit sur l'augmentation des températures et les transformations en altitude. Et donc, est-ce qu'on a réfléchi à l'impact sur l'évolution des prairies? Est-ce qu'on ne peut pas redouter de ce point de vue une diminution en fait des surfaces en prairie qui sont, enfin voilà, très importantes comme on l'a vu la dernière fois, et on est revenu là-dessus, qui sont très importantes dans toute l'Occitanie et qui stockent les prairies, et les prairies naturelles sont voilà, des puits à carbone, hein. Alors sur ce sujet, je ne saurais pas exactement vous dire, mais en tout cas, il y a 2 projets de recherche actuellement qui travaillent dessus, que je vous invite à consulter. Donc le projet AP3C pour le Massif central et 2e projet, Pyrénées Fort Climat, qui est un projet européen conduit à la fois du côté Pyrénées françaises et Pyrénées espagnoles, qui traite sûrement de ces stratégies. Ouais. D'accord. Alors, il y a plusieurs remarques sur la question de l'élevage, hein, qui sont peut-être une réaction à ce que je pointais sur les émissions de méthane, hein, et qui viennent tempérer un peu cette, cette question en disant, ben voilà, les animaux euh, euh, apportent de la fumure également. Donc, du coup, dans les bilans, effectivement, à la fois d'utilisation d'énergie et d'émissions de gaz à effet de serre, il faut intégrer cette question de la fertilisation minérale, surtout pour l'azote. Et là, on peut se dire que la substitution, enfin, une plus grande importance des cultures légumineuses est aussi un levier important pour réduire les gaz à effet de serre. Alors, Philippe, tu es un spécialiste du soja, mais je pense que tu connais toutes les légumineuses. Et donc, est-ce que là-dessus, on a des appréciations? Est-ce qu'il peut y avoir aussi des leviers de politique publique, enfin, des paiements pour services environnementaux, en quelque sorte, hein, en dehors effectivement du marché carbone qui ne marche pas très bien? Euh, c'est pas trop mon domaine de, effectivement, les politiques D'accord. publiques. Non, j'ai pas vraiment d'avis très éclairé sur la question. Sinon Mais, qu'effectivement, rappeler comme tu l'as dit que le développement des légumineuses est aussi bien ciblé par rapport à cette réduction des émissions de gaz à effet de serre, hein, et donc ça y contribue, la nécessité aussi d'enrichir les prairies avec ces légumineuses, etc., dans des associations. Bon, avec le problème que posent certaines légumineuses en particulier, qu'elles sont extrêmement sensibles aussi aux effets thermiques et hydriques, etc. Donc, c'est à la fois c'est toujours un petit peu les compromis à trouver entre des solutions qui vont être très favorables pour l'atténuation, mais qui ne sont pas toujours des adaptations aujourd'hui dans l'état actuel de la génétique et des espèces que l'on utilise, complètement adaptées, je dirais, à des conditions, je dirais, très contraintes sur le plan climatique, quoi. C'est un petit peu peut-être la difficulté qu'on va rencontrer avec certaines légumineuses en particulier. merci. Il y a aussi une question toujours sur l'élevage, hein, et donc je la reformule, enfin je la lis plutôt. La tendance à l'élevage hors sol, notamment en production laitière, vous paraît-elle pertinente, hein, avec le changement climatique, hein? Est-ce que quelqu'un a une réponse là-dessus? Bon, donc pas de réponse pour l'instant, c'est une question qu'on enregistre, hein. Le but n'est pas de répondre à toutes les questions, hein. Le but, c'est effectivement d'apporter de la connaissance que vous avez fait, et donc de susciter des questions. On voit que ça a marché, et puis voilà, donc ça nourrit effectivement
les questionnements et le travail qu'on va faire, le travail collectif qui sera fait avec Corae. Donc il y a des suggestions, hein, donc il y a voilà, un rapport CGAER sur les paiements, je pense que c'est sur les paiements pour services environnementaux, qui est un sujet effectivement important en politique publique. Il y a une remarque sur les politiques vis-à-vis des importations, notamment le soja transgénique, effectivement, qui rentre de façon massive pour nourrir l'élevage français et européen. Voilà, donc beaucoup de questions. Nous vous remercions vraiment pour toutes ces questions. On a vu aussi que, en fait, c'est un sujet sur lequel il y a déjà des travaux, donc, et ça c'est vraiment quelque chose qui est à prendre en compte dans Corae, c'est-à-dire que on se pose les questions avec Corae, mais il faut prendre en compte non seulement le socle de connaissances, mais prendre en compte les travaux pour voir effectivement où est-ce qu'il y a des trous dans la raquette, quoi, hein, comment effectivement on peut contribuer avec Corae à améliorer la réflexion sur non seulement les visions générales, mais également sur les orientations de recherche. Et comme ça a été dit par vous et par plusieurs participants qui l'ont repris, en fait, avoir une meilleure mobilisation, une meilleure coordination de l'ensemble des acteurs qui sont concernés, y compris les citoyens et les consommateurs. Donc, on avait dit 1 heure, voilà, c'est 1h04 d'enregistrement. Donc, je vais vous libérer toutes et tous. Merci encore, un grand merci à Marine et à Philippe. C'était vraiment très important, très intéressant. Vos présentations sont sur le site web de Corae, hein, qui est sur l'espace internet de Agropolis International. Voilà, donc s'il y a d'autres questions, en fait, les débats, les échanges sont lancés sur cette question comme sur les autres. Et donc la semaine prochaine, on se retrouve sur la question de l'eau qui a été un peu évoquée à plusieurs reprises. Hein. Effectivement, on voit qu'il y a évidemment un lien entre les deux, mais on a tenu vraiment à faire une distinction entre les effets du changement climatique et puis toute la question de l'eau, même si les deux sujets sont éminemment liés. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à la semaine